violente bagarre qui éclate brusquement. Une raclée qui finit en bain de sang. Et un trafic de stupéfiants en pleine expansion. Tel est le quotidien d'une prison de sécurité maximale. Pourtant ici, ce ne sont pas des hommes qui sont incarcérés. Ce sont des femmes. Va te faire! Y a pas de raison que je te respecte si toi tu me respectes pas! C'est le délire là-dedans. Les nanas sont pires que les mecs. Difficile de survivre dans cet univers où se mêlent la drogue et la violence. Si tu payes pas la drogue que t'achètes, tu te fais dérouiller. J'ai arrêté la défonce et c'est moi qui explose les autres! Bienvenue parmi ces femmes qui purgent leur peine à la prison d'État de Valley, en Californie. C'est ici que la Californie enferme ses criminels dangereuses. Si vous imaginiez des créatures dociles, vous allez être déçus. Reculez! N'oubliez pas votre badge! La porte! Ces 3900 femmes sont les détenues les plus difficiles de Californie. Voleuses, trafiquantes de drogue, pirates de la route et tueuses. Toutes sous le même toit. Les plus violentes sont rassemblées ici, au quartier d'isolement. Ta gueule, bordel! J'ai pas dit ça! J'ai dit Tiffany! Non, Tiff a dit Stacy! C'est pas vrai! Qui a dit Stacy, bordel? Ces femmes constituent une menace pour la sécurité. Elles agressent aussi bien leurs codétenus que le personnel. Si les gens dans la rue savaient à quel point elles sont violentes, ils tomberaient des nues. Le surveillant Albert Anderson se met en tenue avant de prendre son poste. Anderson, vous êtes plutôt costaud. Pourquoi vous portez tout ça? Pour me protéger. On met un gilet par couteau et des gants renforcés en Kevlar. On a aussi sur nous du gaz paralysant et une matraque. C'est un endroit violent. Earlene Mitchell est une détenue comme tant d'autres ici. Ils nous appellent les diaboliques. C'est nous qui créons les problèmes, comme ils disent. Ils nous gardent ici en isolement. On craque, on a la haine. On doit hurler pour se faire entendre. À 10 ans, Earlene commence à se droguer. À 21, elle est condamnée pour vol qualifié et pour avoir écrasé un piéton en état d'ivresse. Arrêtée pour prostitution à 24 ans, elle est incarcérée à la prison d'État de Valley. Il y a tout juste 3 mois, elle a frappé sa codétenue avec un cadenas métallique fourré dans une chaussette pour faire plus de dégâts. J'ai pété les plombs. J'étais furieuse. La nana voulait être ma proxo et elle m'a traité de négresse. Il y avait que des blanches et j'ai eu la trouille. J'ai explosé, voilà. Je l'ai frappée avec le cadenas. Je voulais la tuer. Je lui ai dit, je vais te tuer, je vais te tuer. À 6h30 du matin, Anderson commence l'une de ses tâches les plus périlleuses. Le repas des fauves, le petit déjeuner du QHS. Dans le quartier de haute sécurité, c'est un moment délicat. Le moindre contact physique avec les détenus peut s'avérer dangereux. Anderson est une cible pendant le court instant où le guichet reste ouvert. Certaines profitent des 15 cm sur 30 pour l'asperger de leurs déchets corporels, le gazage comme elles disent. Elle se fiche complètement des sanctions. Nous arroser d'urine ou d'excréments, c'est un geste totalement banal pour elle. Elle s'en fiche, c'est exactement ça, elle s'en fiche. Earlene a déjà agressé des surveillants. Non entravée dans sa cellule, elle est libre de ses mouvements. La lumière est allumée? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu mijotes? Le seul moment où je peux l'attaquer, c'est quand il ouvre le guichet. J'ai qu'à, tu vois?
Je l'ai déjà fait. Earlene est à l'isolement total. Elle ne peut avoir aucun contact avec les autres détenus. Je suis seule en cellule et en promenade. D'après eux, j'ai commis un crime trop grave pour me laisser vivre ou être dans la cour avec quelqu'un. Je suis tout le temps séparée des autres. Une solitude extrême, qu'elle vit très mal. Je vous en prie! Pitié! 137! Cet endroit, c'est dingue. C'est la folie, c'est l'enfer. Ça fait très mal. On n'arrête pas de se bagarrer parce qu'on a vraiment la haine. Chez la plupart des détenus, la violence est liée à la toxicomanie. Beaucoup d'entre nous sont toxicos. Tout ce qu'on a pu faire dans notre vie, c'est à cause de la drogue. Mais ici, on est obligé de revenir à la réalité. Tout ce qu'on a vécu nous rattrape. C'est la pire prison qui existe. Ne supportant plus de lutter seule contre sa toxicomanie, Earlene a demandé une compagne de cellule. D'ici quelques jours, la directrice de l'établissement décidera si 2 mois d'isolement ont calmé sa violence et si elle est apte à la cohabitation. C'est ici que vit la grande majorité des détenus, la population générale. Le bloc C3 abrite 256 femmes qui ont commis des crimes des plus divers. Dans les prisons californiennes, les hommes sont rassemblés selon leur dangerosité, mais pas les femmes. 8 détenus se partagent cette cellule d'à peine 6 mètres sur 5,5. Des tueuses patentées cohabitent avec des voleuses et des trafiquantes de drogue. Voici l'une des meneuses de la prison. T'es trop naze. Pourquoi? Pourquoi? Je t'emmerde. Alicia Stanifer, dite Lily, a été condamnée pour homicide volontaire par arme à feu. On était plusieurs. On a fait un casse et tué quelqu'un. Et j'ai été condamné. Verdict du tribunal, la perpétuité, assortie de 16 ans de sûreté. Voilà ma cellule, là où je vis. Lily s'arrange pour purger confortablement sa peine. Ça, c'est mes étagères. Les détenus appellent leur cellule leur maison et Lily a fixé des règles pour toutes les occupantes. Les 2 couvertures pliées avec l'oreiller par-dessus. Le drap blanc, bien sûr, sans un pli à la militaire. Tu vois le genre? La moindre serviette de travers l'horripile. Et la serviette accrochée correctement. Mais il y en a qui comprennent pas. Regarde, ça c'est inacceptable. Les seuls qui échappent à sa mainmise sont les surveillants. Car c'est pour éviter une descente dans la cellule que Lily se montre si tatillonne. Les surveillants jettent un œil, mais ils rentrent pas parce que c'est nickel. Ils n'ont aucune raison de venir embarquer des trucs, parce qu'il n'y a rien qui traîne. Tout est rangé, en ordre. Des descentes sont effectuées pour prendre les dealeuses la main dans le sac. Sa cellule a été fouillée 1 mois auparavant, et Lily n'a guère envie que cela se reproduise. Ils débarquent et violent notre intimité. Ils chamboulent tout, c'est humiliant. Mais parfois, ce sont les détenus qui chamboulent tout dans la cellule. Une bagarre entre 2 codétenus a tourné au carnage. Contrairement à ce qu'on pourrait croire en voyant les traces de sang, aucune arme n'a été retrouvée. Les 2 femmes n'ont utilisé que leurs poings. Parmi les causes les plus fréquentes de violence, on trouve les relations homosexuelles entre détenus, les disputes, les vols et les dettes de drogue. On lutte contre ça, comme nos collègues à l'extérieur, mais la drogue est bien là. En prison, la drogue circule beaucoup. Elle entre clandestinement avec le courrier, voire par l'intermédiaire de surveillants corrompus. En posséder confère automatiquement du pouvoir sur les autres détenus et permet de soutirer aux toxicomanes de l'argent, des biens ou des faveurs. Lily est soupçonnée de faire partie des gros bonnets.
Elle montre qu'elle est le chef en donnant des ordres. Si, tu vas nous chercher de l'eau? Comme ça, on aura des glaçons. Je veux des glaçons. Personne me prend trop la tête. Mais quand ça arrive, je les jette. Elles le savent. Faut pas me chercher. Je peux te demander un truc? Non, il y a des micros. Si Lily revend de la drogue, elle prend garde à ne pas se faire remarquer par la caméra. Elle sait que les surveillants l'ont à l'œil. Dès qu'ils entendent parler de moi, ils se disent que la Stanifer a encore dealé. Mais il faut arrêter de me coller cette étiquette, parce qu'on n'en a jamais trouvé sur moi, jamais. Qu'ils arrêtent de dire que je touche à la drogue et tout ça, comme ils font sans arrêt. Le lieutenant James Neely dirige le service d'enquête de la prison, l'ISU. Sa mission, enrayer la violence de l'établissement en empêchant la drogue d'entrer. La violence vient en grande partie des dettes de drogue et du trafic de stupéfiants. Quand une détenue ne peut pas payer ce qu'elle doit, c'est comme à l'extérieur, ça dégénère. La violence ne s'arrête pas au coup de poing. Les femmes débordent d'imagination dans ce domaine. On trouve beaucoup d'armes, mais en général, elles sont fabriquées de manière artisanale. Un cadenas dans une chaussette. Rien de plus simple pour assommer quelqu'un. Rien qu'au bruit, on devine que ça fait très mal. Une fois fondue ou limée, une brosse à dents peut servir à taillader. Ça, c'est une arme tranchante. Une brosse à dents avec une lame de rasoir fondue dans le manche. Une simple vis transforme un briquet en une redoutable arme blanche. J'ai vu des femmes avec des entailles sur le visage, sur les bras, sur tout le corps. Neely et son équipe se concentrent sur un objectif, repérer les trafiquantes. À l'extérieur, les fournisseurs envoient la drogue dans le courrier. Si le timbre ou l'enveloppe fait une bosse, c'est suspect. Parfois, le renflement est à peine perceptible. Il faut vraiment regarder de près. La substance noire dissimulée sous le rabat de l'enveloppe n'est autre que de l'héroïne. La persévérance porte ses fruits. Mais les détenus utilisent toutes les ressources possibles, même les plus grossières. Cette lettre a été sortie en douce lors d'une libération conditionnelle. Elle écrit « Trouve-moi 30 grammes de hache, 2 grammes d'héros et 1 gramme d'amphé ». Dans sa lettre, elle détaille précisément ce qu'elle veut, comme si elle commandait un hamburger. Pour en finir avec la drogue, Neely a plusieurs suspects dans le collimateur. Et il a échafaudé un plan pour coincer une trafiquante, pas plus tard que cette semaine. Dans la prison pour femmes de Valley, le trafic de stupéfiants alimente la violence. De nombreuses transactions ont lieu ici, dans la cour. Le lieutenant James Neely est à l'affût. Quand on marche dans la cour C, en apparence, tout est tranquille. Mais il se passe plein de choses si on regarde bien. On voit des détenus échanger de la cam ou des tas de produits interdits, comme du tabac. On les voit se renseigner sur leur prochain deal. Il faut bien repérer qui fréquente qui, ce genre de choses. Mais où est-ce que t'as dégoté ça? La débrouille, ma poule. Cette détenue sait reconnaître des agissements criminels mieux que personne. On parle pas des toubibs et de leurs conneries. Maureen Green a commis sa première agression à l'âge de 7 ans. Armée d'un crayon, elle s'est violemment jetée sur un petit garçon qu'elle a rendu infirme. Puis, à 18 ans, elle est devenue cambrioleuse. À 24, elle a été condamnée pour coups et blessures et consommation de stupéfiants. Enfin, à 26 ans, elle a fait un premier séjour ici pour vol de voiture avec agression. J'ai commencé à 7 ans. J'en ai 37. J'ai passé presque toute ma vie en prison. Ces tatouages en sont la preuve. Ça, c'est ma devise. Ne rien entendre, ne rien voir et ne rien dire.
Après 30 ans de carrière criminelle, Maureen Green sait comment appréhender l'univers carcéral, le mix, comme disent les détenus. The pressures, the problems, and punks incarcerated with the pain and doing time in this dump. Surround my positives and negatives. I'm drowning in heat, praying I make it out this before I catch strike 3. The pressures, the problems. Le mix, c'est dealer, se calmer. Ce genre de plan. Décrocher momentanément du système, tu vois? On va fumer du tabac à chiquer. Tu captes? Got me on lockdown cause of boom threat. What other kind of bitch are still gonna go boom next? Tired of about tobacco being illegal now. I wanna smoke, you wanna smoke, smoke T2 damn. Peu de détenus parlent ouvertement du mix, mais la situation de Maureen sort de l'ordinaire. Après 30 années d'aller-retour en prison, elle va être libérée d'ici une semaine. Or, le mix est l'univers qu'elle connaît le mieux. Le mix, c'est aussi s'attirer des ennuis, suivre les copines. Il y a beaucoup de drogue ici. C'est le royaume des aiguilles. D'après elle, les détenus reconnaissent facilement les vendeuses. Des bijoux, des trucs tape à l'œil, c'est à ça qu'on reconnaît la patronne. Elle assure. Elle a des bijoux, elle cantine, elle a de la cam. C'est la patronne. Pour supporter le stress du mix, les détenus assurent leurs arrières. Tandis que les hommes rejoignent des gangs qui les protègent, les femmes adoptent une méthode de survie différente. Elles forment de véritables familles. Elle, c'est ma gamine. Quand est-ce que je t'ai choisi? Il y a 6 mois? Ouais, il y a 6 mois, j'ai débarqué dans sa cellule et on est devenus hyper proches. On s'est rapprochés. Tous les jours on parlait, on se découvrait. Les parents sont là pour conseiller. Ici, c'est le délire complet. Kiki se mêle des affaires des autres et après elle va tout raconter. Du coup, elles veulent lui casser la figure parce qu'elle est trop bavarde. Moi, je lui dis de s'occuper de ses affaires, voilà. Elles s'attribuent un rôle au sein de la famille en fonction de leur âge et de leur place dans la hiérarchie. Écoute-moi, sois plus cool, tu piges? J'arrête pas de te le dire. Les aînés jouent les grands-parents, les toutes jeunes femmes sont les enfants et les meneuses, les pères. Comme dans toutes les familles, il y a des différends. Ses parents n'hésitent pas à frapper pour faire appliquer la discipline. Spooky, c'est ma fille et c'est ma meilleure copine. J'aime mieux que ce soit moi qui la cogne plutôt qu'une autre. Mais c'est pas méchant. Bien sûr que si. Au contraire. Si elle est dans son tort, c'est moi qui m'en occupe. Mais autant que ce soit moi plutôt qu'une autre. Non contente de corriger ses propres membres, la famille s'en prend également aux autres. En 2005, une détenue a injurié une famille. 3 sœurs se sont vengées pendant la promenade. Elles ont roué de coups la coupable, provoquant sa mort par arrêt cardiaque. Maintenir les liens familiaux hors de la prison rend la vie derrière les barreaux encore plus difficile. 14 heures. Les détenus se précipitent sur les téléphones. J'ai une demande de PCV de détenu à la prison pour femmes de Valley, en Californie. Je vous mets en relation. À l'extérieur, Crystal McLaughlin est une jeune mère de 2 enfants. En prison, elle est une détenue condamnée pour vol avec effraction et trafic de stupéfiants. Mon truc, c'était la méthamphétamine. J'en ai pris longtemps. J'en consommais, j'en vendais. Ça faisait partie de ma vie. Une dépendance qui l'a rendue violente. Je suis fichée pour comportement violent. Surtout des bagarres. Crystal tente à présent de repartir du bon pied. Et l'enjeu est de taille. Elle va bientôt accoucher. En Californie, même les criminels enceintes sont condamnés. Quelques 200 futures mamans purgent donc leur peine dans cet univers violent. J'ai peur. C'est la première fois que tu seras pas là. Je t'aime, mamie. Moi aussi, mon ange. Embrasse les petites pour moi. Promis.
Crystal espère que ce troisième bébé sera en bonne santé. Mais rien n'est moins sûr. Elle s'est droguée pendant le premier trimestre de grossesse. C'est à cette époque-là qu'elle a été arrêtée. Quand je suis tombée enceinte, je me droguais. J'en prenais depuis longtemps. Quand j'ai réalisé que j'étais enceinte, j'ai ralenti et j'ai fini par décrocher. Crystal n'est pas seule dans son cas. À la prison de Valley, il y a une vingtaine de naissances par mois. Et la plupart des jeunes mamans ont touché à la drogue. Il est temps qu'elle ait son bébé. Elle est insupportable. La drogue engendre la violence. Et les détenues enceintes sont des proies faciles. Être enceinte ne te met pas à l'abri. Ici, on dit tout le temps « t'es pas enceinte de la tronche ». On imaginerait qu'à l'infirmerie, c'est plus calme, mais on a autant de bagarres qu'ailleurs. Avec du gaz poivre et tout ça. Crystal s'est fixé des priorités. Accoucher, purger ses 8 mois et retrouver sa famille. Comme j'explose facilement, j'ai vraiment dû me calmer un peu, accepter la réalité et me dire « tu es en prison, laisse couler, ça va passer ». C'est dur, vraiment. À 3 semaines de l'accouchement, Crystal se prépare au moment où l'infirmière lui prendra son bébé. Il n'est que 11 h du matin au quartier d'isolement et Albert Anderson a déjà fort à faire. Une détenue dissimule quelque chose à une surveillante. C'est quoi? Montre-moi ce que tu as dans la main. Le moindre faux pas peut leur coûter à tous très cher. La détenue fait un mouvement brusque et Anderson déclenche l'alarme à proximité. Donne ça, sinon on vient le chercher. Allez. On dirait un étrier à pattes. Ouais, c'est exactement ça. Elle est toute seule. Elle menaçait de se taillader. La situation peut basculer en un quart de seconde. Un bout de métal, des menaces. Mais les surveillants ne peuvent pas toujours intervenir à temps. J'ai vu des meurtres. Des filles qui tuaient leurs co-détenus. Des bagarres. Malgré le risque d'une cohabitation orageuse, ces 2 mois à l'isolement ont incité Earlene Mitchell à réclamer une compagne de cellule. Aujourd'hui, elle affirme que ces accès de violence sur les détenus et le personnel appartiennent au passé. Salut, crapule! Aujourd'hui, je veux prouver que je ne suis pas un danger pour les autres détenus. Que je suis capable de progresser pour peut-être sortir d'ici ou faire autre chose. Pourvu que je sois plus en isolement total. Crapule! Une commission pénitentiaire à laquelle participe Madame Hornbeak, directrice de la prison, examine sa requête. Mitchell, qu'avez-vous à dire pour nous convaincre? Je reconnais l'avoir frappé avec un cadenas. C'est la première fois que je l'admets. J'étais en colère. Elle m'a totalement manqué de respect. Mais j'ai honte de ce que j'ai fait. J'ai eu tort. À chaque infraction commise par une détenue, un rapport est joint à son dossier, le fameux dossier C, comme comportement. Mitchell, en général, les détenus n'ont qu'un dossier C. Et vous, vous en avez 2. Regardez comme ils sont gros. Et notamment à cause de votre indiscipline. La commission est partagée. La décision d'autoriser ou non cette violente récidiviste à avoir une compagne de cellule et à participer à la promenade collective revient à la directrice. Qui prend le risque? J'ai décidé de vous mettre en cellule double. Mais que ce soit bien clair, Mitchell. Oui, madame. Vous avez intérêt à ce que je ne le regrette pas.
À ce qu'on ne vienne pas dire que la directrice s'est trompée. Fini les bêtises, promis. Mitchell, j'espère que vous tiendrez parole. Promis. Sinon, notre prochain entretien sera moins agréable. Oui, madame, je vous le promets. Merci beaucoup. Au revoir. Crapule! Earlene, une criminelle endurcie avec une dizaine d'infractions à son actif, est ravie de ne plus vivre seule. Ouf, je respire. Ah, je suis trop contente. Je respire. « 15 heures, moment de détente pour la population générale. Lily va acheter des provisions à la cantine. Là, je vais faire des courses. C'est pas pour moi. C'est pour des filles qui n'ont rien. C'est pour ça que j'y vais, parce que moi, j'ai tout ce qu'il me faut. Ces articles sont les rares petits plaisirs que les détenus peuvent s'offrir, et elles s'en servent pour faire du troc. C'est une véritable monnaie d'échange, et Lily en est amplement pourvue. Ses bijoux sont également un signe de richesse, selon les critères de la prison. T'as vu ma Rolex? On peut pas la louper. Ça jette une Rolex en prison. Les détenus qui veulent quelque chose la sollicitent constamment. Elles savent qu'il suffit pas simplement de quémander. Je suis gentil, mais pas poire. Les surveillants s'intéressent eux aussi à Lily. Ils s'interrogent sur l'origine de ses revenus, qu'ils mettent sur le compte d'un trafic de drogue. Mais Lily affirme que son argent est parfaitement propre. Ma famille s'occupe de moi. Ma famille, enfin, le père de mon gosse. Il m'envoie 180 $ par mois. Et parfois, je fabrique des cartes ou des bracelets comme ça. Je les vends pour 2 ou 3 $. Ça met du beurre dans les épinards. Maureen Green a appris à survivre en prison, qu'elle fréquente en pointillé depuis 30 ans. Mais dans quelques jours, son univers ne sera plus le même. Elle va être remise en liberté. Le capitaine Donaldson connaît Maureen depuis plus de 10 ans. Il veut savoir comment elle va se débrouiller une fois dehors. Qu'est-ce que tu vas faire? J'espère faire des tatouages. Je vais ouvrir un salon de tatouage et après ça, faire des tresses. Et la délinquance? Je vais pas recommencer mes conneries. Mon truc, c'était les flingues. Depuis toujours. Avoir un flingue. Le capitaine a déjà entendu ce discours et il a vu Maureen revenir en prison. Sincèrement, j'espère que tu ne reviendras pas, que je ne te reverrai jamais plus. Tous les matins au réveil, même si ça te prend la tête, dis-toi, bon, je fais 2 demandes d'emploi. J'ai essayé, mais j'ai jamais été prise. Ma demande, ils la foutent au panier. Si t'as été condamné, si t'as fait de la prison, t'es obligé de le dire. Je suis franche, je le dis. Et du coup, je me fais jeter. Alors je me dis, allez vous faire... Je vais retourner dans mon quartier me faire du fric facile. Donaldson sait que Maureen joue son va-tout. Elle a déjà été condamnée 2 fois. Une récidive de plus, et c'est la prison à vie. Tu vas écoper de la perpétuité, c'est évident. Elle te pend au nez. Tu es à 2 doigts d'entendre le juge te condamner à vie. Voilà où tu en es. Je ne sais pas si on t'a déjà présenté les choses ainsi, mais c'est la réalité. Mais Maureen redoute moins la prison que la vie à l'extérieur. Je suis habituée aux uniformes de la prison. Mais dans un centre commercial, je flippe. J'ai du fric et tout à coup, j'ai l'air coupable de quelque chose. L'endroit où je suis vraiment à l'aise, malheureusement, c'est en prison. Je me sens plus en sécurité, plus aimée. Je me sens appréciée, respectée. À 48 heures de sa libération, il ne lui reste qu'à attendre. Si Maureen ne veut pas finir ses jours en prison,
elle ne doit pas gâcher cette dernière chance. Après 2 mois d'isolement total, Earlene Mitchell ne vit plus seule. Elle a une nouvelle compagne de cellule. Earlene craignait que l'administration ne la juge trop dangereuse pour cohabiter avec quelqu'un. Mais le passé de sa nouvelle codétenue est aussi violent que le sien. Stacy Taylor a commencé par divers larcins. Puis, à 25 ans, elle a été condamnée pour vol à main armée. Loin de s'amender en prison, elle a commis 3 agressions sur détenus l'an dernier. Mon casier judiciaire, c'est que de la violence, avec que des crimes violents. Je suis sûrement considérée comme quelqu'un de violent. Les 2 femmes partagent à présent une cellule d'à peine plus de 2 mètres sur 4. Earlene devra s'efforcer de ne pas exaspérer sa nouvelle compagne. On a tout un point sensible, un endroit où ça fait mal. Et si on appuie dessus, tout est possible. Earlene s'est vue accorder un autre privilège, la promenade collective. Après l'isolement, c'est vraiment un soulagement. Vivement que je retrouve les autres. Dès que je sors, j'embrasse ma meilleure copine. Avant la promenade, une surveillante effectue une fouille corporelle sur Earlene. Certaines détenues dissimulent en effet des armes dans leurs orifices corporels pour se battre en promenade. Déshabille-toi. Rien dans la bouche? Rien à signaler sur Earlene. C'est ici que les détenus du quartier d'isolement s'aèrent, ce qui en fait l'un des endroits les plus dangereux de la prison. L'administration enferme ces femmes explosives dans un espace bétonné de 11 mètres sur 13, avec un tireur d'élite qui veille au grain. Mais le 18 janvier 2005, Earlene est malgré tout passée à l'acte. L'administration a réagi selon un plan d'action bien établi. Pour les séparer, les surveillants ont lancé des grenades lacrymogènes. Les 2 femmes ne se calmant pas, elles ont eu droit à 5 tirs de balles en caoutchouc. On se calme! À terre, j'ai dit! Je t'ai éclaté ta... À terre, tout de suite, Mitchell! Sinon, il ne restait qu'une seule solution, les abattre. La prison n'en est jamais arrivée à une telle extrémité, du moins pas encore. T'en as pris plein la gueule! Aujourd'hui, Earlene se conduit bien. Mais au bout de 5 jours seulement, l'attitude de sa codétenue l'a fait déchanter. C'est pas le top. Je m'attendais à autre chose que ça. Pour notre confort à toutes les 2, je vais déménager. En quartier d'isolement, les tensions sont exacerbées et la situation peut déraper à tout moment. Pour l'instant, Earlene doit trouver un moyen de cohabiter pacifiquement avec une femme aussi violente qu'elle. À l'infirmerie de la prison, un médecin examine Crystal McLaughlin. Le terme est dans 15 jours seulement. J'ai mal et surtout il ou elle bouge. Le bébé bouge et c'est pas très agréable. Là, on voit qu'il reste très peu de liquide. Ça vous est déjà arrivé? Le manque de liquide amniotique pourrait mettre en danger le fœtus. Or, Crystal s'étant droguée pendant la grossesse, cette naissance est déjà à risque. On va vous déclencher, d'accord?
L'infirmerie n'étant pas équipée pour le travail ni pour l'accouchement, le médecin décide de la transférer à l'hôpital le plus proche. Bonjour, j'ai une multipare, 3e bébé. Le terme est le 20 septembre. Elle en est à 38 semaines. Ça m'angoisse d'avoir un bébé, surtout en prison. Tout ça me fait peur. Les surveillants la font monter en fourgon cellulaire. Contrairement à la plupart des détenus, elle n'est pas menottée dans le dos. On redoute toujours que les détenus enceintes trébuchent et tombent. Il faut qu'elles puissent mettre les mains en avant pour se rattraper. Dans moins de 2 heures, cette condamnée sera à nouveau maman. Sécuriser la prison est une tâche incessante. Malgré tous les efforts pour enrayer le trafic, la drogue est bel et bien là. Mais aujourd'hui, l'opération lancée par le lieutenant Neely va permettre d'épingler une trafiquante. Il réunit ses meilleurs agents pour une descente surprise. Suite à une dénonciation, ils vont fouiller une cellule de l'unité C3. On a identifié une cellule qu'on a décidé de fouiller. Bloc C, unité Charlie 3, la 4. Ils veulent agir avant que les détenus n'aient le temps de se débarrasser des substances interdites. On va les pincer juste avant que ça ne s'éparpille dans la cour. Sinon, ça va pas être facile. Dès qu'elles aperçoivent le lieutenant Neely, les détenus se méfient. L'ISU, c'est les cow-boys. Ils nous tombent dessus comme des tortues ninja. Lily Stanifer semble inquiète en voyant l'ISU emprunter son couloir. Mais les 3 hommes ouvrent une autre cellule sur leur gauche. Lily peut respirer. On sort les filles, tout le monde dehors. Allez dehors. On a discuté de cette cellule avec l'équipe et on a décidé que ça méritait une intervention. Pour l'instant, on s'en tient là. À elle de cacher les stupéfiants et toutes les preuves qui nous intéressent, et à nous de les trouver. Une surveillante déshabille les détenus, tandis que l'ISU passe la cellule au peigne fin. La drogue et les armes peuvent se trouver n'importe où. Dans le siphon, par exemple. Souvent, elles planquent la drogue là-dedans. Elles enlèvent la partie inférieure et mettent de la ficelle pour que ça tienne. Du coup, quand elles font couler l'eau, le lavabo fonctionne normalement. Au fond de récipients. Ça peut être là-dedans. Ou dans les piles de CD, comme ici. Une lame de rasoir retirée de son support. Ça leur sert pour la drogue ou comme arme. La fouille des vêtements s'avère payante. Et voici du tabac. La Californie a interdit le tabac en prison. La rareté du produit a fait monter les prix. Il suffit de calculer. Là, il y a 20 cigarettes. Elles enroulent des plus petites avec leur propre papier. Ça fait 40 de plus. 10 $ que multiplie 40. Calculez, ça fait 400 $. Pour l'instant, aucune trace de drogue. Mais il y a des signes qui ne trompent pas. Les détenus payent leurs dettes de drogue avec de la nourriture ou des vêtements. Un casier qui en est bourré a donc de fortes chances d'appartenir à une dealeuse. Et ces nombreux pots de vaseline ne font que renforcer les soupçons.
Elles s'en servent comme lubrifiant. Elles dissimulent la drogue dans le rectum. La saisie est conséquente. À l'extérieur, ça vaut pas grand-chose, mais ici, ça vaut 500 $. La fructueuse journée de l'ISU n'est pas encore terminée. L'équipe réserve une surprise à une autre détenue de l'unité C. Lily Stanifer s'en tire à bon compte. Ce n'est pas sa cellule qui a été mise sans dessus-dessous. Oh, je suis soulagée. Je suis tellement contente que ce soit pas moi. Mais elle a déjà vécu cela. Les surveillants ont fouillé sa cellule le mois dernier et ils ont découvert une cuillère qui aurait servi à chauffer de la drogue. Les résultats de l'analyse de l'ISU sont tombés. Ils révèlent la présence d'héroïne dans la cuillère. Le lieutenant convoque Lily afin de prendre des mesures disciplinaires. Madame Stanifer, le rapport indique « Durant la fouille, j'ai découvert une cuillère en plastique blanc cachée dans un petit recoin du casier, au-dessus de la porte, et cette cuillère a été contrôlée positive à l'héroïne. Suite à ce que je viens de vous lire, que plaidez-vous? » Non coupable. Non coupable. Une détenue aguerrie comme Lily a sa défense toute prête. D'abord, je viens d'arriver dans cette cellule. Le règlement est écrit là, noir sur blanc. Un surveillant est censé venir dans la cellule pour vérifier le contenu du casier et de la cellule avant qu'une nouvelle détenue s'installe. J'ai raison? Absolument. Et ça n'a pas été fait. Lily laissait également son casier ouvert, ce qui en fait selon elle une partie commune. Quand ils ont trouvé la cuillère, mon casier était ouvert. Pourquoi le laissez-vous ouvert? Pourquoi le laissez-vous ouvert? Je le laisse tout le temps ouvert. Vous êtes responsable de son contenu. Et si vous décidez de le laisser ouvert, vous en assumez l'entière responsabilité. 30 jours d'interdiction de salle de loisirs et de téléphone et 90 jours de suspension de crédit-temps. D'autres questions? Voilà qui compromet ses projets immédiats. Je suis dégoûtée. Je lui ai présenté toutes mes preuves et il me déclare coupable. Le lieutenant a infligé la sanction la plus sévère possible pour une condamnée à perpétuité. Lily est privée des rares petits plaisirs qui lui restent. Elle n'aura pas accès à la cour ni aux autres parties communes pendant tout un mois. Une victoire éphémère dans la guerre contre la drogue. Mais dans un hôpital voisin, la sanction qui attend une autre détenue toxicomane est encore plus dure. Malgré les complications, Crystal McLaughlin a mis au monde une belle petite fille de 2,7 kg. Aujourd'hui, après juste 2 jours passés avec elle, elle doit s'en séparer pour retourner en prison. Crystal, votre mamie est arrivée pour récupérer la petite. Je vous laisse une demi-heure pour la câliner et lui faire les derniers bisous. Plein de choses me passent par la tête. Je regrette de devoir faire ça. C'est affreux. La grand-mère, le grand-père et la mère de Crystal attendent anxieusement. La grand-mère est désormais la tutrice du bébé. Crystal a de la chance. 10% des bébés qui naissent derrière les barreaux sont confiés à des familles d'accueil. La situation n'en demeure pas moins douloureuse pour chacun. Avoir un bébé en prison, la plupart des gens trouvent ça terrifiant. Et nous, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Tout ça est totalement nouveau pour nous. Et j'espère ne plus jamais devoir vivre ça. Crystal se prépare pour l'ultime au revoir. Vous allez signer les papiers comme quoi je lui ai bien confié la petite. Je t'aime. Tout ira bien. Cette détenue réalise enfin le lourd prix à payer pour son crime. Moi, je souffre. Mais c'est encore plus injuste pour elle de devoir partir sans moi. Je sais que j'ai fait des mauvais choix.
Mais c'est injuste et je m'en veux. Je regrette. J'ai le cœur sensible et je plains ces filles. Comme je suis très maternelle, j'ai envie de les prendre dans mes bras, de les réconforter. Mais je m'en empêche car j'ignore quels crimes elles ont commis. Hélas, la plupart sont liés à la drogue qui pousse à faire des choses terribles. Crystal ne reverra pas son bébé avant 2 mois. Tout ce que je veux, c'est finir ma peine pour retrouver mes enfants. C'est dur. Si Crystal décide de ne plus toucher à la drogue une fois sortie de prison, ce ne sera guère facile. Mais il est tout aussi difficile d'être clean derrière les barreaux. Earlene Mitchell se débat avec ses problèmes de dépendance. J'aime boire et me calmer. Elle est transférée dans une nouvelle cellule, ayant prétendu que sa codétenue lui cherchait des noises. Vous voyez les griffes sur ma figure? Elle m'a attaqué. Elle est dingue. Elle fait 130 kilos, j'en fais 60 et elle m'a attaqué. Ça va, chérie? J'en ai rien à faire. Mais la codétenue d'Earlene n'est pour rien dans ses problèmes. Je suis bourrée. Comme une queue de pelle. En manque d'alcool, elle dit avoir fabriqué le torboyau des prisons, le pruneau. Je t'explique comment faire du pruneau. C'est un autre moyen de se pinter. Mélange ça avec du jus d'orange. Et ça te donne de l'agnole. Authentique. De l'agnole. Ça a le goût de la vodka et ça te fait l'effet d'un rhum super fort. Pour l'instant, l'isolement est le quotidien d'Earlene. Et ses projets de mener une vie normale sont en suspens. Il y en a qui disent qu'elles veulent changer. Moi, je le dis pas. Je sais pas ce que c'est de changer. Maureen Green, elle, est sur le point de découvrir toute la difficulté de changer. Après 10 ans de prison pour vol à main armée, l'heure de sa sortie a sonné. Je viendrai à la noce. C'est fini. Cet endroit pourri, la galère, les flingues, les conneries juste pour qu'on me renvoie en tôle. Je tire un trait sur tout ça et... ça fait du bien. W53 938. Une petite seconde que je m'occupe de la paperasse. Il me faut une signature, juste là. Allez vous changer dans la 2. Et mettez les vêtements que vous enlevez là-dedans. Restez bien face au mur. Voici le moment que toutes les détenues attendent. Mais quand il arrive enfin, rares sont celles qui savent comment le gérer. Green? Oui? Salut les filles. Je n'ai pas l'habitude du monde extérieur. J'ai juste l'habitude de la tôle. Quelque part, j'en suis dépendante. Mais c'est tout ce que je connais. Et me retrouver dehors, ça me fait peur. L'argent facile pourrait la séduire à nouveau, et elle le sait. Plus de 50% des détenus retournent en prison. Les difficultés du quotidien en font replonger beaucoup dans le mix, derrière les murs de la prison pour femmes de Valley.